Salut à tous les passionnés de mystères hollywoodiens et bienvenue sur ma chaîne. Avant de plonger dans cette histoire absolument envoûtante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une saga qui défie le temps, une odyssée autour d'une étoile dont la lumière a illuminé les écrans du monde entier, mais dont la disparition tragique reste enveloppée d'un mystère glaçant. Une histoire impliquant Natalie Wood, une actrice dont la beauté et le talent ont conquis Hollywood, mais dont la fin dans les eaux sombres d'une île paradisiaque soulève des questions qui hantent encore aujourd'hui. Imaginez un yacht luxueux, une nuit froide de novembre, des stars éblouissantes et des cris désespérés perdus dans l'obscurité. Qu'a-t-on vraiment trouvé sur son corps, couvert d'échymoses inexpliquées? Qui a entendu sa voix suppliant dans la nuit, et pourquoi personne n'a-t-elle agi? Et quel rôle a joué Robert Wagner, son mari, dans cette tragédie qui divise les esprits et les cœurs, même 40 ans plus tard? Ces interrogations flotteront comme un brouillard envoûtant tout au long de ce récit, se dissipant lentement pour révéler une vérité complexe, vous laissant suspendu à chaque mot. Accrochez-vous, car cette plongée dans l'un des mystères les plus obsédants d'Hollywood va vous captiver, vous émouvoir et peut-être vous faire douter de tout ce que vous pensiez savoir sur la célébrité et ses secrets. Remontons à l'été 1938, à San Francisco, dans une Amérique encore marquée par les cicatrices de la Grande Dépression, où les rêves de gloire semblaient réservés à une poignée d'élus. C'est dans ce contexte que naquit Natalia Nikolaevna Zakharenko, le 20 juillet 1938, une petite fille aux yeux profonds et aux boucles brunes, qui deviendrait l'une des actrices les plus aimées sous le nom de Natalie Wood. Ses parents, Nikolai et Maria Zakharenko, étaient des immigrants russes ayant fui les tumultes de la révolution bolchevique, apportant avec eux un mélange de traditions orthodoxes, de contes slaves et de superstitions tenaces. Nikolai, un menuisier taciturne aux mains calleuses, travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que Maria, une femme vibrante et théâtrale, nourrissait des rêves de grandeur qu'elle n'avait jamais pu réaliser. Dans leur modeste appartement du quartier russe de San Francisco, où les odeurs de bortsch et de pain noir flottaient, Maria voyait en sa cadette, Natalia, une étoile en devenir. Dès l'âge de 4 ans, elle la poussait vers les feux de la rampe, convaincue par une voyante tzigane que sa fille serait une star mondiale, mais aussi marquée par une prophétie sinistre, Natalia mourrait dans des eaux sombres. Cette prédiction, répétée comme une malédiction, grava dans l'esprit de la petite fille une peur panique de l'eau, un frisson qui la saisissait à la vue d'un lac ou de l'océan, une phobie qui la suivrait comme une ombre tout au long de sa vie. Imaginez cette enfant, fragile mais lumineuse, grandissant dans un foyer où les contes russes se mêlaient aux ambitions américaines, où l'amour maternel se confondait avec une exigence implacable. Le destin ne tarda pas à frapper. À 5 ans, lors d'un tournage local à Santa Rosa pour le film Happy Land en 1943, Natalia fut repérée par le réalisateur Irving Pichel, séduit par son regard expressif. Ce petit rôle changea tout. Maria, sentant l'opportunité, déménagea la famille à Los Angeles, le cœur palpitant d'Hollywood. Là, Natalia devint Natalie Wood, un nom anglicisé pour mieux s'intégrer au star system. En 1947, à seulement 8 ans, elle décrocha le rôle de Susan Walker dans Miracle on 34 Th Street, un film de Noël qui devint un classique. Aux côtés de Maureen O'Hara et Edmund Gwenn, Natalie vola la vedette avec son naturel désarmant, sa capacité à transmettre doute et émerveillement captivant des millions de spectateurs. Le film rapporta 3 millions de dollars au box-office, une somme colossale pour l'époque, et fit de Natalie une enfant star instantanée. Mais cette gloire précoce était une lame à double tranchant. Maria, devenue une mère de scène impitoyable, gérait chaque aspect de sa carrière, la forçant à enchaîner les tournages The Ghost and Mrs. Smear, Driftwood, The Green Promise, sans répit. Natalie, privée d'amis ou de jeux d'enfants, passait ses journées sur des plateaux bruyants, mémorisant des dialogues sous l'œil vigilant de sa mère. Les biographes, comme Suzanne Finstad dans Natasha, The Biography of Natalie Wood, décrivent une Maria autoritaire, forçant Natalie à pleurer sur commande en lui racontant des histoires tragiques, ou l'effrayant avec des mises en garde sur les prédateurs d'Hollywood. À 9 ans, Natalie gagnait 1 000 $ par semaine, permettant à la famille de s'installer dans une maison confortable à Van Nuys, mais elle payait le prix d'une enfance volée, une pression qui forgea à la fois sa résilience et ses insécurités. L'adolescence fut un défi. Les enfants stars, comme Shirley Temple ou Judy Garland, peinaient souvent à dépasser leur image juvénile, mais Natalie avait un talent brut et une détermination farouche. En 1955, à 16 ans, elle décrocha le rôle de Judy dans Rebel Without a Cause de Nicholas Ray, aux côtés de James Dean et Sal Mineo. Ce film,
capturant l'angoisse adolescente d'une Amérique post-guerre, fut un tournant. Nathalie, avec sa vulnérabilité et sa fougue, incarna une jeune fille en quête d'amour et de sens, gagnant une nomination aux Oscars pour meilleure actrice dans un second rôle. Le tournage fut intense. Sa chimie avec Dean, mort tragiquement peu après dans un accident de voiture, la marqua à jamais. Des rumeurs d'une liaison avec Ray, bien plus âgée, circulèrent, alimentant les tabloïds. Maria, omniprésente, tentait de contrôler ses impulsions, mais Nathalie, désormais rebelle, explorait son identité. En 1956, elle joua dans The Searcher de John Ford, un western épique. Face à John Wayne, elle interpréta une captive apache avec une profondeur qui impressionna les critiques. Ce rôle montra qu'elle pouvait rivaliser avec les plus grands, même dans un genre dominé par les hommes. À 18 ans, l'amour entra dans sa vie comme un tourbillon. Robert Wagner, surnommé RJ par ses proches, était une étoile montante, avec son charme de jeune premier dans des films comme A Kiss Before Dying. Leur rencontre sur le lot de la Warner Bros. En 1956 fut un coup de foudre. Wagner, élégant, avec des manières de gentleman, représentait l'idéal hollywoodien. Ils se marièrent en décembre 1957 dans une cérémonie digne d'un conte de fées, Nathalie en robe blanche, sous les flashs des paparazzi. Les magazines les surnommèrent le couple d'or, et leur lune de miel en Méditerranée, à bord d'un yacht, fut immortalisée comme un rêve. Mais sous la surface, des fissures apparurent. Wagner, moins en vue que Nathalie, luttait avec sa jalousie, tandis qu'elle, encore jeune, découvrait les complexités du mariage sous l'œil public. En 1961, lors du tournage de Splendor in the Grass avec Warren Beatty, sous la direction d'Elia Kazan, Nathalie livra une performance déchirante, jouant une jeune femme brisée par l'amour interdit. Le film, un chef-d'œuvre, lui valut une seconde nomination aux Oscars. Mais les rumeurs d'une liaison avec Beatty, combinées aux tensions avec Wagner, menèrent à leur séparation en 1961 et à un divorce en 1962. Nathalie, à 23 ans, était au sommet de sa carrière, mais son cœur était en miettes. Libérée, elle plongea dans son article. West Side Story en 1961, où elle incarna Maria, fut un triomphe culturel, remportant 10 Oscars et rapportant 43 millions de dollars. Sa performance, mêlant passion et tragédie, fit d'elle une icône mondiale, bien que sa voix chantée fût doublée par Marni Nixon. Elle enchaîna avec Gypsy en 1962, prouvant sa polyvalence dans une comédie musicale audacieuse. Mais la pression d'Hollywood et les attentes incessantes pesaient. En 1966, à 28 ans, elle fit plusieurs tentatives de suicide, révélées plus tard par sa sœur Lana Wood, luttant avec des troubles émotionnels et une psychanalyse intense. En 1969, elle épousa Richard Gresson, un producteur britannique discret, et donna naissance à sa fille Natasha en 1970. Ce mariage semblait un refuge, mais Gresson la trompa avec sa secrétaire, brisant leur union en 1972. Puis, un rebondissement digne d'un scénario. En 1972, Nathalie et Wagner se retrouvèrent. Après des années de séparation, leur alchimie renaît, et ils se remarièrent sur un yacht au large de Malibu, sous les yeux émus de leurs amis. Leur fille Courtney naquit en 1974, complétant leur famille. Pour le public, c'était une rédemption romantique, un amour plus fort que le temps. Ils fréquentaient l'élite Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, et vivaient dans une maison somptueuse à Beverly Hills. Mais des ombres persistaient. Wagner, buveur notoire, nourrissait des insécurités, et Nathalie, malgré son éclat, doutait d'elle-même. Sa carrière ralentit dans les années 1970, elle choisit des rôles plus rares, comme dans le téléfilm The Cracker Factory en 1979, explorant la santé mentale, ou Météore avec Sean Connery. Mère dévouée, elle enseignait le russe à Natasha et emmenait Courtney sur les plateaux, cherchant un équilibre entre famille et gloire. En 1981, à 43 ans, Nathalie accepta un rôle dans Brainstorm, un thriller de science-fiction avec Christopher Walken, un acteur intense au charme magnétique. Le tournage, à Raleigh, Caroline du Nord, fut marqué par des problèmes techniques et des tensions. Walken, connu pour ses performances hypnotiques dans The Deer Hunter, partageait une chimie évidente avec Nathalie, ce qui attisa la jalousie de Wagner. Pour les vacances de Thanksgiving, ils invitèrent Walken sur leur yacht Splendor, un bateau de 55 pieds ancré près de Catalina Island. Le capitaine Denny Davern, fidèle employé, était à bord. Le vendredi 27 novembre 1981, après un dîner bien arrosé au restaurant Douglas Harbor Reef, le groupe revint sur le yacht. L'alcool coula à flot et une dispute éclata.
Dans ses mémoires, Piece of My Yacht, Wagner admit avoir brisé une bouteille de vin, furieux contre Walken, qui encourageait Nathalie à privilégier sa carrière plutôt que sa vie de famille. Wagner, traditionnaliste, voulait qu'elle ralentisse. Nathalie, selon Wagner, se retira dans sa cabine vers 22 heures. Mais Daverne, dans des témoignages ultérieurs, contredit ce récit. Il décrivit une dispute violente entre Nathalie et Wagner, avec des cris et des bruits de lutte. Wagner aurait dit à Daverne et Walken de ne pas intervenir. Vers minuit, Wagner constata que Nathalie avait disparu. Il supposa qu'elle avait pris le dinghy, un canot à moteur, pour rejoindre la rive, une habitude quand elle voulait s'isoler. Mais Daverne affirma que Wagner refusa d'allumer les projecteurs ou d'appeler la garde côtière immédiatement, disant « laisse-la se calmer ». Ce n'est qu'à 1h30 que Daverne contacta la patrouille privée Baywatch, et à 3h30 que la garde côtière fut alertée. Des témoins sur un bateau voisin, Marilyn Wayne et son compagnon John Payne, entendirent une femme crier « Aidez-moi, je me noie » vers 23h15, pendant environ 15 minutes, avant un silence glaçant. Ils tentèrent de signaler l'incident, sans succès. À l'aube du 29 novembre, le dinghy fut retrouvé vide, moteur éteint, à une crique proche. À 7h44, le corps de Nathalie fut découvert à 1 mille du yacht, flottant face contre l'eau. Elle portait une chemise de nuit, une parka rouge et des chaussettes, son corps marqué d'échymose sur les bras, les jambes et une abrasion au visage. Son taux d'alcoolémie était de 0,14%, avec des traces de médicaments antidouleurs. Le coroner Thomas Noguchi conclut à une noyade accidentelle, suggérant qu'elle avait glissé en tentant d'attacher le dinghy, alourdi par ses vêtements mouillés. Des marques d'ongles sur le canot semblaient appuyer cette thèse, mais des doutes surgirent immédiatement. La peur paralysante de Nathalie pour l'eau rendait improbable qu'elle se soit approchée du dinghy seule, de nuit, dans une mer agitée. Les ecchymoses, selon certains experts, évoquaient une agression plutôt qu'une chute. Les années suivantes virent les soupçons grandir. Daverne, initialement aligné sur Wagner, changea son récit en 2008 dans Goodbye Nathalie, Goodbye Splendour, coécrit avec Marty Rouli. Il accusa Wagner d'avoir retardé les recherches et d'avoir imposé une version officielle, voici notre histoire. En 2011, l'affaire fut rouverte par le shérif de Los Angeles après de nouveaux témoignages, notamment celui de Marilyn Wayne, qui réitéra avoir entendu des cris. En 2012, le certificat de décès fut modifié en noyade et facteurs indéterminés, reconnaissant des incohérences. Un rapport de 2013 suggéra que certaines blessures précédaient l'entrée dans l'eau, alimentant les théories d'une altercation. En 2018, Wagner fut désigné personne d'intérêt par le lieutenant John Corina, qui nota des contradictions dans ses déclarations. Wagner affirmait ne pas avoir entendu de dispute, mais Daverne et des témoins parlaient de cris. La famille se fractura. Natasha Gresson-Wagner, née en 1970, et Courtney Wagner, née en 1974, défendirent leur père. Dans le documentaire Natalie Wood, What Remains Behind, 2020, Natasha décrivit Wagner comme un père aimant, incapable de mal. « C'est scandaleux d'accuser mon père, dit-elle, émue. Courtney, dans une interview à People, exprima sa douleur face aux rumeurs, il a tout fait pour nous protéger. Mais Lana Wood, sœur cadette de Nathalie, prit un chemin opposé. Dans Little Sister, 2021, elle accusa Wagner de jalousie maladive et de comportement contrôlant, soulignant la terreur de Nathalie pour l'eau. Elle n'aurait jamais approché ce dinghy seule, écrivit-elle. Lana, qui avait joué dans des films comme Diamonds Are Forever, devint une voix pour la justice, exigeant des réponses. Christopher Walken, lui, resta énigmatique. Dans une interview de 1986 à People, il minimisa « Elle a glissé et est tombée. J'étais au lit ». Son silence ultérieur alimenta les spéculations, bien qu'il ne fût jamais suspect. Des théories proliférèrent. Certains voyaient un accident sous l'effet de l'alcool, d'autres une dispute conjugale ayant mal tourné, ou une dissimulation orchestrée par Wagner. Le livre de Suzanne Finstad et l'enquête de 6 ans de Samuel Perroni, un ancien procureur, pointèrent des lacunes dans l'enquête initiale. Absence d'analyse sous les ongles, manque de tests toxicologiques approfondis. En 2022, le shérif de Los Angeles déclara Wagner blanchi, citant un manque de preuves nouvelles. Toutes les pistes sont épuisées, conclut-il, laissant l'affaire ouverte mais non résolue. L'héritage de Natalie Wood est une dualité poignante. D'un côté, une carrière légendaire, plus de 50 films, de Miracle on 34 Th Street à West Side Story,
3 nominations aux Oscars, 2 Golden Globes, et une présence qui redéfinissait la grâce et la force. De l'autre, une tragédie qui incarne les ombres d'Hollywood aux jalousies, pouvoirs, secrets. Sa mort à 43 ans laissa Natasha, 11 ans, et Courtney, 7 ans, orphelines d'une mère vibrante. Wagner, veuf et père, porta leur douleur tout en affrontant les soupçons. Lana continue son combat, tandis que les fans, sur X et ailleurs, débattent encore, accident ou meurtre. La prophétie des hauts sombres s'est réalisée, mais le mystère reste entier, un écho d'un Hollywood où la lumière cache toujours des ténèbres. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce un tragique accident ou quelque chose de plus sinistre? Partagez vos théories dans les commentaires, likez pour honorer la mémoire de Nathalie, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sagas hollywoodiennes qui dévoilent les vérités cachées.